longtemps qu'on se connaît, on a toujours voulu voyager. On a toujours voulu aller là où les cartes notaient des grands espaces, des grandes montagnes et des grandes rivières. On est devenus potes en passant notre vie ensemble dehors. Cette attirance pour le plein air, on l'a développée au cours du temps, en grimpant, en randonnant, en bivouaquant et maintenant, en pêchant. Et s'il y a bien une destination qui nous a toujours fait rêver, tous les quatre, c'est bien l'Islande. Une île sauvage, reculée, avec des paysages hostiles et des espaces intacts. Ce pays regroupe tout ce pourquoi on porte de l'intérêt. On était parti pour 18 jours de trip. C'était l'endroit parfait pour enfin vous parler de ce qu'on aime. Les premiers jours, on s'est posé beaucoup de questions. 3 jours de pluie incessante, 4 degrés, un temps véritablement horrible. Heureusement, on avait prévu le coup et les vrais bons vêtements techniques qu'on s'était achetés nous ont vite servi. La pêche, elle, était mauvaise. Très mauvaise. Une vraie douche froide quand on se projette pendant des mois sur une partie de pêche de rêve, et un vrai cauchemar quand on est là pour faire un film. Pendant ces quelques jours, nous avions vu que très peu de poissons. Ils étaient comme absents. Mon approche régulière dans les pays nordiques et pourtant si efficace habituellement, était jusqu'ici complètement inappropriée. Tous les essais que je faisais étaient infructueux. Quels que soient les spots, les horaires, les leurres, j'arrivais pas à prendre de poissons. Je pars souvent du postulat que les poissons sont constamment affamés. Dans les zones nordiques, les conditions compliquées auxquelles les poissons sont soumis les poussent à se nourrir dès qu'ils en ont l'occasion. L'été, avec une période d'ensoleillement maximale et de la nourriture bien plus abondante, les poissons ont donc une activité alimentaire énorme. Quand ils sont là, ils attaquent. Pas de question à se poser. En raisonnant de cette manière, insister énormément sur un spot est quelque chose que je ne fais que très rarement. Je préfère multiplier les arrêts, les endroits et les types de spots pour trouver des poissons actifs rapidement. Jamais plus d'une trentaine de lancers si je n'ai pas de touche dans une zone. De cette manière, je peux trouver des rassemblements de poissons. Finalement, c'est assez rare de prendre des poissons isolés dans ces régions du globe. En prendre un est souvent synonyme d'une bonne partie de pêche à l'horizon. Pour ça, des cannes légères avec des leurres agressifs offrent de super résultats. Une tanza, un bas de ligne discret mais suffisamment résistant pour brider un joli poisson, et le tour est joué. En ayant confiance, en se posant le moins de questions une fois le fil dans l'eau, on peut enfin se concentrer sur le moment. Je suis allé loin dans le délire de ma tête. Genre j'ai réfléchi à toutes les conséquences, tout ce qui se passerait, machin, tout ça. Genre vraiment à tout, comment je m'y prendrais. Poisson à la provençale et Oh non, c'est bon, je... Aligo à la tome, le salaud. Pour ce voyage, on est parti sur l'idée d'un road trek. L'idée est simple, c'est de partir avec une voiture et de planter notre tente là où bon nous semble. Étant donné qu'il fait très froid et que les conditions sont quand même particulièrement rudes, on a fait le choix de s'équiper comme si on partait pour un gros trek. Santé, mon petit Pierrot. On a acheté beaucoup de gaufres pour avoir des repas consistants et pouvoir quand même braver des conditions qui sont pas faciles. On s'est équipé de super tentes pour pouvoir dormir dans des endroits où il fait très froid. Finalement, en fait, on a raisonné comme si on allait faire un trek. Et en plus de ça, ça nous permettait de bien dormir, bien manger, et ça nous permettait d'avoir surtout beaucoup d'énergie pour enquiller nos journées. Après les premiers jours à être bien dépités et à voir que la pêche était compliquée, on a décidé d'aller voir un peu ce qui se passait en falaise. En vrai, c'est pas une manière, ça comprime les suspensions, donc on a moins de garde au sol. Des pur sang en France. La grimpe fait partie de ces activités qui nous rappellent qu'on est vivant. À la base, on est potes pour la grimpe. Et c'est pas un voyage de pêche qui nous fera arrêter d'aller poser quelques coinceurs, surtout dans les fissures islandaises.
En passant du temps à pêcher en Norvège, les estuaires sont des spots de passage où les poissons sont très présents. Mes premiers réflexes m'ont poussé à chercher ces embouchures et à me creuser la tête pour comprendre pourquoi les poissons ne s'y trouvaient pas. Compliqué. Pour l'instant c'est compliqué, il n'y a pas trop de poissons. Là on a cherché sur un estuaire. C'est marée très basse, donc je pense que les poissons ne sont pas rentrés. On va aller voir côté mer quand même, mais il y a beaucoup de vagues. Le spot est magnifique. On va voir ce que ça donne. Pour le moment c'est un peu compliqué. Mais on devrait trouver quand même des poissons à un moment donné, j'espère. Et puis on va bien voir. Allez. Nous allons bientôt assister à l'annonce de est-ce qu'on pêche ou pas. On peut y aller, il n'y a aucun problème. On n'a juste pas le droit d'y aller en voiture. Et on peut pêcher. Elle n'avait pas l'air de comprendre trop ce qui se passait, mais elle s'en foutait. Elle nous a dit de faire gaffe aux horses. Aux orsises. Et on passe par-dessus la barrière comme ça. Ouais. Et les douches sont à combien? Je ne l'ai pas demandé. Écoute, là je vois une énorme langue de sable qui s'étend sur la mer, qui a l'air très très stylée de l'autre côté de Hof. Et je sais pas si c'est très accessible, mais peut-être qu'on peut sortir de la route. Oh, il y a un petit chemin. Oh. L'Islande est une île de 100 000 km². Une route circulaire de 1300 km permet d'en faire le tour en quelques heures. Pendant ce voyage, on a décidé de faire le tour en prenant des routes auxiliaires et des pistes pour s'aventurer là où notre intuition nous mènerait. L'idée était de se déplacer entre les différents lacs auxquels j'avais accès par ma carte de pêche locale et de trouver des propriétaires pour demander l'accès à certaines rivières. En fuyant le mauvais temps, on s'est vite retrouvé sur la côte est de l'île. Moins touristique et plus montagneuse, on était au cœur de ce qu'on aime. La route nous permettait de voir beaucoup de rivières, toutes plus belles les unes que les autres, malheureusement payantes et pêche à la mouche uniquement. Au final, sur ces premiers jours, on a roulé, beaucoup roulé, émerveillé par ce qui se passait derrière les fenêtres, jusqu'à cette première embouchure. En jetant un coup d'œil au-dessus d'un pont, j'aperçois quelques ombres dans le pool juste en dessous. Les premiers vrais poissons accessibles étaient enfin là. Un petit poisson nageur et quelques lancers plus tard, le premier poisson était enfin entre mes mains. Un omble arctique anadrome. Le Salvinus alpinus devient parfois anadrome ici. Une première pour moi. La pêche de ces poissons était juste incroyable. L'eau était d'une clarté incomparable, le décor digne du Seigneur des Anneaux. L'approche était assez minimaliste et fallait être assez loin du bord pour pas effrayer les poissons. Mais bon, c'est une pêche finalement assez classique et plutôt proche de celle dont on a l'habitude. Une fois qu'on avait trouvé le bon rythme dans l'animation et qu'on avait bien repéré les poissons, on les enchaînait finalement assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, les ombres, on les trouve surtout dans les lacs de haute altitude. Et ici, on les trouve dans les mêmes cours d'eau que les truites, les saumons et les truites de mer. Sur certaines portions de certaines rivières, ils développent un comportement anadrome et ils vont en mer pour pouvoir grossir plus rapidement. Leur robe est très différente et on se retrouve avec des poissons beaucoup plus argentés que ceux qu'on a en France. En général, en France, les ombres y sont apportés dans ces lacs de haute altitude et c'est pas des poissons natifs. Là, on peut commencer à voir des poissons qui ont un comportement complètement naturel et pas dévié par l'homme. Et c'est vraiment agréable de pouvoir constater ce que fait la nature sur des poissons aussi exceptionnels. La taille moyenne des captures qu'on a faites, elle n'était pas forcément très élevée. On a fait que des poissons entre 25 et 40 pour les plus gros. Mais pour le coup, la beauté des poissons était folle. Parce qu'en fait, c'est des robes qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, du fait de leur comportement anadrome et du fait que c'est dans des pays qu'on ne pêche pas beaucoup ou peu. Étant donné que c'était les premiers poissons du voyage, j'étais comme un fou. Et en fait, je me suis surtout concentré sur la pêche et très peu sur l'approche.
Je venais de vivre un moment incroyable et ça me suffisait. La particularité de ce début de voyage était aussi qu'on mangeait très peu. Étant donné qu'on avait choisi de manger des liofs que le soir, le midi on devait se débrouiller. On avait prévu de manger du poisson le midi et quand on n'en avait pas, on mangeait de la semoule au poivre. Et croyez-moi, c'est pas si bon. Après la super partie de pêche du matin, on a choisi de garder 2 jolis ongles qui nous serviront de repas. Une chair grasse et rose qui fond sur la pierre chaude. Qu'est-ce qui donne plus envie? Oh frère! Aberrant! On était au pied d'une rivière incroyable, avec des bons copains, de la bonne nourriture. On était les gens les plus heureux du monde. Rien ne manquait à un moment aussi parfait. When I saw you and that girl walking down, ooh, I would rather go. La pause du midi terminée, il était temps de repartir à la recherche de ferrage. En continuant notre route, on est retombé sur un spot quasiment identique à celui de la matinée. Un pont avec une petite rivière qui se jette dans la mer. Alors je m'équipe rapidement, mais cette fois-ci je changerai mon approche. Je pêcherai avec une petite tanza qui me permettra d'aller gratter le fond. Ce genre de petite cuillère me permet d'avoir une animation très agressive et ample proche du fond. Et ça marche plutôt très bien. Dans un cadre toujours plus magnifique, j'ai commencé à enchaîner les poissons. Le soleil était haut et les poissons étaient en pleine période d'activité. On enchaînait les touches, c'était magique. Au fur et à mesure, j'ai commencé à pêcher beaucoup plus vite et beaucoup plus haut dans la couche d'eau. Et ça a commencé à faire bouger les gros poissons. On voyait se décaler les grands éclats argentés de ces poissons fabuleux, venir se saisir de ma tanza dans les pieds. En procédant de cette manière, j'ai pris beaucoup de poissons. Et j'en venais à oublier tous les capots qu'on avait fait en début de voyage. J'ai pu commencer à vraiment me concentrer sur le moment et à essayer plein de choses, à essayer plein de poissons nageurs et à voir des poissons tous plus beaux les uns que les autres. En montant en taille de leurre, on arrivait à vraiment cibler ces poissons qu'on voyait et qu'on n'arrivait pas à prendre le matin. Le voyage de pêche venait enfin de commencer. De temps en temps, malgré nos finances très limitées, on s'autorisait à aller dans un petit bar, dans un petit café, et on passait du temps à parler de tout et de rien, de vidéos, de pêche et de projets qu'on avait. C'était vraiment des transitions qui nous permettaient d'enchaîner des grosses journées très rudes. Et c'était formidable comme moment. Je te parle des photos prises en HDR. On a souvent tendance à oublier que la pêche reste une part de chance, que rien n'est acquis et que la bredouille fait partie de l'activité. Pendant ce voyage, 70% de nos parties ne nous ont pas rapporté ne serait-ce que l'ombre d'une touche. J'avais beau avoir le matériel le plus adapté, toute l'envie du monde et des milieux avec un potentiel halieutique incomparable, je ne prenais rien. Ça fait aussi et surtout partie de la pêche, encore plus sur des grands milieux qui me sont complètement inconnus. J'avais prévu de pêcher ces fameuses truites brunes de l'ère glaciaire, ces farios conduites à effectuer tout leur cycle en eau douce en étant privés de la possibilité de rejoindre la mer à cause de l'activité volcanique. Pourtant, il fallait que je m'y fasse. La pêche ne se passerait pas dans ces milieux. Il faudra que je revienne. C'était des moments où la pêche ne comptait pas tant que ça. Même si on avait pris des poissons dans ces milieux, on était dans des spots tellement beaux, tellement puissants, le lieu nous ambiançait à tel point qu'on est resté 3 jours sur ce spot. Même si on prenait pas de poissons, même si c'était compliqué, qu'il faisait froid, qu'il y avait un vent horrible, on restait. On se sentait obligé de rester dans un endroit aussi parfait. Alors on a fait ce qu'on sait faire de mieux, on a attendu, et on a contemplé ce que la nature avait à nous offrir de plus beau.
prenait pas de poisson, on contemplait. On contemplait cette immensité, on contemplait cette inarrêtable beauté qui nous maintenait éveillés. Si vous êtes sensible un tant soit peu à l'intensité d'un paysage, l'Islande est un endroit fou, parfait et d'une grandiosité qu'on voit rarement où que ce soit. On a vite repris la route pour essayer de trouver des spots qu'on aurait plus de facilité à appréhender. Alors on a roulé, roulé et encore roulé, jusqu'à arriver à un spot absolument magnifique. Perdu au milieu de nulle part, je repère un pont avec un grand pool juste en dessous, un peu comme ceux qu'on avait repérés pour pêcher les ombles. Seulement cette fois-ci on est très loin de l'estuaire. Je m'arrête pour regarder ce qui se passe en dessous du pont, et je vois un poisson absolument gigantesque, un salmonidé d'au moins 90, qui attend patiemment que je vienne le pêcher. Je prospecte beaucoup de parties de la rivière sans résultat et j'arrive enfin sous le pont. Et là, un regroupement lunaire, d'une trentaine de salmonidés, entre 60 et 1,10 m. Le rêve absolu pour tout pêcheur de salmonidés. Le spot parfait. Celui qu'on cherche, qu'on attend et dont on rêve pendant des années. Seulement, l'ensemble que j'avais emmené n'était pas adapté pour pêcher ce spot. Je pêchais trop lourd, trop long, et ça me permettait pas de pêcher comme il fallait. Rapide retour à la voiture, je réadapte mon matériel, et c'était parti pour essayer d'attraper ce poisson de mes rêves. Regarde, ça suit. Oh, je l'ai. Yeah. Faut les piéger ou pas? Tu l'as? Non, t'inquiète. Ouais, tu peux courir là, chercher au cas où. Je l'ai vu attaquer. Incroyable. Oh, c'est très très gros. J'aime pas ça. Regarde ce qui passe là. Regarde, frère. Regarde ce qui passe. C'est aberrant. Après quelques minutes de combat, la grosse truite que j'avais réussi à attraper s'est tankée dans une branche. J'ai donc dû y aller, en pantalon, dans une eau glaciale, pour essayer d'aller débusquer ce poisson. Les copains, qui attendaient autant que moi de voir cette truite gigantesque, sont allés me chercher l'épuisette en courant, que j'avais oublié à la voiture. Et c'est là que le vrai stress a commencé. La truite s'était tankée dans une espèce de câble, et j'étais finalement en train de combattre un poisson absolument gigantesque dans 2 mètres carrés, sous un pont. Ça me laissait aucune marge de manœuvre, et j'ai dû tout donner pour essayer d'attraper ce poisson. Oh oui, Pierrot. Après des années à la recherche d'un poisson vraiment fou, après avoir passé autant de temps à imaginer comment le prendre, à perdre une quantité innombrable de ces fameuses truites géantes, elle était là, sous mes yeux. Cette truite était une gigantesque truite de mer qui remontait de l'estuaire. Mec, je suis tellement heureux, gros. Je suis vite reparti sous le pont pour essayer de voir s'il y avait d'autres poissons actifs. Et j'ai vite réussi à prendre un nouveau poisson. Plus modeste mais d'une belle 60aine de centimètres quand même. Avec sa robe complètement différente, on voyait facilement que ce poisson n'était pas une truite de mer. Et c'était fou de voir à quel point les poissons cohabitaient dans ces habitats. On voyait plein de types de truites différentes. Les copains aussi ont pris des truites absolument gigantesques. Jules prit une truite de 80 cm. Un bécard magnifique complètement différent des poissons qu'on avait pu voir. Puis vint la déception. Il fallait que ça arrive. J'avais finalement réussi à décider une grosse truite. Mais je ne vous parle pas là d'un poisson de 80 ou 90. J'avais bel et bien une truite, passant facilement la barre du mètre, au bout de ma tanza. Comme si la rivière m'avait imposé d'arrêter là. Après une dizaine de minutes de combat, mon petit bas de ligne se rompt sous une roche volcanique. La déception fut sûrement une des plus grandes de ma vie de pêcheur. Il était temps pour moi de repartir.
moment, les poissons montent et ils descendent, et quand la marée monte... La New Vision. Ça commence à faire longtemps que je vous en parle. Mais finalement, ça reflète quoi? C'est un concept qui correspond à tout ce qui me fait aimer la pêche, certes, mais aussi le plein air. L'aventure, en somme, tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime. Pas facile de décrire complètement une émotion qui est purement liée à tout ce qui m'a construit. Alors j'ai utilisé cet anglicisme, la New Vision of Lure Fishing. Pour la comprendre, je vais essayer de vous parler de tout ce qui donne du sens à ce concept. Pour commencer, l'esthétisme. C'est sûrement le plus important. Cet attrait qu'on a pour l'art, pour le beau, moi je le cherche aussi dans la pêche. Ça passe par un endroit qui me fait vibrer, une image qui me touche beaucoup, et surtout par une musique qui correspond à ce moment. I promise you this. I'll always look out for you. That's what I'll do. L'environnement. À la pêche, on fait partie d'un tout, d'un milieu. Sans lui, pas de pêche, pas de poisson. Sa compréhension, sa lecture, sa protection fait partie intégrante de la New Vision. Ensuite, l'aventure. Gastronomique, Dans des un goals, pot et après, climbing, mettre dans une le seau. Patagonia. C'est cliché, mais si vous passiez une après-midi à vadrouiller avec nous, vous comprendriez vite que ça va bien plus loin que le simple mot aventure. L'expédition, la démarche de recherche des coins les plus éloignés qu'il puisse y avoir. On mêle pêche et aventure. Cette vision pousse à aller plus loin que le simple fait de prendre un poisson. Elle cherche à explorer ses limites. La technique. J'aime le matériel. Contradictoire quand on comprend que la New Vision c'est surtout tout ce qui va autour de la pêche. Et pourtant, j'aime chercher à avoir du matériel performant, que je renouvelle peu et qui répond à un besoin. Finalement, rien de nouveau. Cette nouvelle vision est en fait un mix de concepts qui existent tous depuis des dizaines d'années. L'important n'est pas de donner un nom à cette vision. Je n'invente rien. Je ne fais qu'exprimer ce qui me touche le plus profondément dans ce loisir que j'aime tant, que mon père m'a tant fait aimer et que j'espère transmettre au plus de gens sensibles à tout ça. Cette approche, cette vision de la pêche, est souvent réservée à la pêche à la mouche, comme si le fly fishing avait le monopole du bon goût. Je veux donner une alternative, je veux permettre une nouvelle vision de la pêche au leurre. Beaucoup des lacs qu'on a pêchés pendant ce trip avaient la même topologie. Des lacs aux berges très douces avec peu d'eau, sableux et avec une végétation importante. En waders, on peut s'avancer loin et pêcher facilement assez loin du bord. Je trouvais souvent la pêche à l'ondulante, en battant beaucoup de terrain et en faisant beaucoup de longues pauses. À cause de la faible profondeur et de la tendance des poissons à préférer les animations lentes, des cuillères légères mais denses et les poissons nageurs coulant lentement m'ont permis de prendre une grande partie des poissons pendant ce voyage. Le soir était nettement meilleur que le reste de la journée, et les gobages en surface étaient les meilleurs indicateurs. Ce soir-là, la totalité de la surface du lac était criblée de simuli, dont les truites se gavaient. Une soirée exceptionnelle où l'Islande nous offre un coucher de soleil très froid face au Vatnajökull. On était au cœur de ce que l'esthétisme peut nous apporter dans la pêche. C'est exactement ce dont je vous parlais. Avec une caméra, une lumière formidable et un sujet qui se détache, on arrivait à dépeindre une ambiance particulière et une pêche complètement folle. L'Islande nous offrait un moment entre copains, truites et glaciers dont on se souviendrait pendant encore longtemps. Notre cerveau pouvait rajouter une ligne dans son immense répertoire de moments formidables qu'on avait partagés ensemble. Arrivé dans le nord de l'île, le retour dans les petits lacs m'a permis de faire des poissons incroyables dans une météo complètement chaotique. Je ne pouvais pas me permettre de pêcher au petit bonheur la chance dans de telles conditions. Alors je ciblais les lacs de taille moyenne et des grandes arrivées de rivières, des anses abritées du vent ou la berge brassée par le vent. Tous ces spots sont des endroits stratégiques,
où la nourriture est concentrée. En pêchant ces zones, comme on pourrait le faire au brochet, on augmente nos chances de croiser un prédateur, quelle que soit l'espèce et où que ce soit dans le monde. Et ce, malgré 1 degré, du vent, de la pluie qui glace tout notre corps. Le fait de vaincre les éléments pour prendre des poissons difficiles dans des conditions qui le sont tout autant représente le Graal de ce que la pêche peut nous apporter. Surtout avec des poissons aussi exceptionnels, de par leur robe et les conditions auxquelles ils survivent, tant bien que mal. Avec mes parents, j'ai beaucoup voyagé, notamment avec mon père pour aller à la pêche. Et quand on me demande quel est mon meilleur souvenir de pêche ou le plus marquant, il y a souvent une anecdote qui revient. Quand j'avais 10 ou 12 ans, on est allé en Écosse, sur l'île de Skye. On y passait beaucoup de temps et on pêchait souvent les estuaires pour essayer de prendre des truites de mer. Je voyais toujours mon père prendre des salmonidés incroyables. Je comprenais pas pourquoi lui prenait des poissons et pas moi. Il me disait toujours de patienter et qu'à un moment donné j'arriverais à prendre un poisson. Un soir de grande tempête, on allait pêcher sous un estuaire, dans des conditions complètement folles. On était à marée haute, les vagues étaient immenses, et on pêchait en waders dans ces conditions qui étaient complètement folles. J'arrivais pas une seule seconde à imaginer qu'on pouvait prendre des poissons dans des conditions aussi extravagantes. L'ambiance était dingue et les loutres venaient pêcher à nos côtés. Au bout d'un certain moment, mon père arrive à prendre une truite. Et dans la demi-seconde qui a suivi, j'ai pris ma première truite de mer. Il faisait extrêmement froid et je partageais un moment dingue avec mon père à l'autre bout de l'Europe. Ce poisson il m'a beaucoup marqué. Il m'a montré qu'en pêchant des poissons dans des conditions aussi dures, on ressentait une plénitude qu'on ne retrouvait pas quand on prenait des poissons à la queue leu-leu. Et en fin de compte, c'est ces moments-là qu'on retient le plus. Ces moments où c'est hyper compliqué et on arrive quand même à prendre un poisson parce qu'on insiste. Ce jour-là, j'étais un peu dans le même état d'esprit. J'ai rarement eu aussi froid à la pêche. On était dans l'extrême nord de l'île et le fait d'être dans des endroits aussi isolés, ça rajoute vraiment une ambiance particulière. J'insistais beaucoup, je voyais des poissons, mais j'arrivais seulement à prendre des petits. Et pourtant, ces petites truites m'ont rendu plus heureux que bon nombre de gros poissons que j'ai pris auparavant. J'ai commencé à remonter doucement la rivière avec les gars. À l'aller, j'avais repéré un spot que j'avais absolument envie de pêcher. J'ai même dit à Ferdi que j'allais prendre une truite dans ce virage. Et ça a pas manqué. Quel poisson! J'étais anesthésié par le froid et je me battais toutes les forces pour pas décrocher ce poisson. Mes bras répondaient quasiment plus, mais j'ai finalement réussi à faire rentrer cette truite de rêve dans mon épuisette. À ce moment-là, je venais de réaliser que je venais de prendre un poisson vraiment magnifique. Le problème, c'est que j'étais incapable de le décrocher, et c'est Jules qui a dû m'aider. Même les actions les plus simples à réaliser étaient complètement irréalisables vu l'état dans lequel je me trouvais. La seule chose que j'ai heureusement réussi à faire, c'est contempler ce poisson. Bon, à un moment donné, on était quand même en manque de sport. S'il y a bien un site où tous les touristes vont, c'est bien le canyon de Stool Isle. Habituellement, on a tendance à fuir ce genre d'endroit, mais pas quand il s'agit d'un potentiel site de grimpe majeur. Pendant ce trip, on a grimpé en trad, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point fixe sur la paroi, et que c'est nous qui devons installer les protections pour éviter le retour au sol en cas de chute. C'est une discipline plus dangereuse, si elle est mal exécutée, mais qui permet de grimper là où personne ne grimpe, et de ne laisser aucune trace de notre passage. On aime beaucoup le fait de se dire que notre présence est imperceptible pour la nature. Ces grandes fissures basaltiques étaient magnifiques. Alors comme à son habitude, Ferdi s'envoie dans des grands passages péteux et tout à fait dangereux. Les points qui sautent ne suffiront pas à le refroidir, et il sortira du plateau au milieu des touristes. L'ambiance qui régnait, même si elle était gâchée par le monde, donnait vraiment une impression d'aventure au cœur de la roche, au cœur du minéral. Au-delà de la pêche, on cherchait à s'imprégner encore un peu plus de ce qui nous entourait, que ce soit l'eau, la roche ou la globalité des territoires. Un terrain toujours plus vaste et toujours aussi photogénique sous le feu de nos caméras.
Un des sentiments qu'on a le plus partagé pendant ce voyage a vraiment été le fait que l'énergie potentielle est partout. Le vent y est tellement puissant, l'eau tellement présente, et la géothermie tellement forte. Les balades dans les zones géothermiques sont une expérience complètement différente. La terre vomit son énergie, le soufre prend au nez, et la chaleur ambiante au milieu de ce froid est comme dérangeante. Kilomètre après kilomètre, rivière après rivière, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je ne prenais pas de grosses truites dans les estuaires que j'avais essayé de pêcher. Je me suis dit que je devais tenter une dernière fois, en ciblant le bon moment. J'ai choisi une très grande embouchure au nord de l'île. Je cible le bon horaire. 1 heure après l'étal de haute mer pour espérer croiser la route de gros salmons qui redescendent de la rivière. Les conditions étaient parfaites. J'étais posté là où la rivière se resserre et où tous les poissons sont à un moment donné obligés de passer. J'avais ce sentiment tenace, comme si quelque chose m'échappait. Et cette idée impossible à chasser. Et si les poissons n'étaient pas là? Pas seulement absents de l'estuaire, mais absents tout court. Inexistants. En Islande, un problème grandit dans l'ombre, les fermes à saumon. Elles se multiplient pour répondre à une demande qui ne cesse d'augmenter. À première vue, ces fermes aquacoles semblent être une super solution, produire plus, plus vite. Mais derrière cette façade se cachent des conséquences bien plus lourdes. On parle souvent de la dégradation des fjords où elles s'installent, et c'est vrai. Ces fermes saturent les fonds marins d'excréments et de nourriture non consommée, étouffant les écosystèmes et créant des zones où la vie peine à respirer. Et ce n'est que la surface du problème. Il y a encore pire. Les saumons d'élevage s'échappent, très régulièrement. Ces poissons, conçus pour grandir vite, remontent les rivières et croisent la route des saumons sauvages. Ils se reproduisent, ensemble, et ce qui naît de ces unions n'est pas viable. Ces hybrides, plus faibles, créent une concurrence directe avec les saumons sauvages, déjà en difficulté. Ils mangent les mêmes ressources, occupent les mêmes territoires, et peu à peu, les populations sauvages s'effacent. Les fermes à saumon ne se contentent pas de détruire l'environnement autour d'elles, elles menacent l'essence même de la vie sauvage. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, regardez le film de Patagonia sur le sujet. Derrière chaque morceau de saumon sauvage acheté, il y a une histoire qu'on ne peut plus ignorer. En repensant aux méthodes qui m'avaient permis de prendre des truites pendant ce voyage, ce soir-là, après avoir roulé une grosse partie de la journée, j'ai repéré un de ces lacs avec une grande rivière qui se jette dedans. Pour accéder à ce spot, on devait passer dans un des champs et rencontrer ces super chevaux islandais. Ces chevaux, c'était un peu la seule interaction qu'on avait eue depuis un sacré moment. Ils étaient super intrigués de nous voir et surtout ils nous ont regardé pêcher pendant un long moment après ça. Pour vous parler un peu plus de ce spot, c'était une rivière assez large, assez longue et qui se jetait dans un de ces lacs très chalots que je pêchais depuis le début de ce voyage. La météo était comme tous les autres jours, très froide mais pour le coup il n'y avait pas trop de vent. Et ça me permettait de pêcher vachement plus fin que d'habitude. J'étais pas forcé à pêcher des spots spécifiques et ça me permettait de vraiment battre du terrain. C'est vraiment des spots où les poissons peuvent être partout. C'est une pêche qui se fait au mental, parce qu'il fait froid, que les poissons sont là mais qui sont difficiles à trouver, et surtout qui sont pas répartis de manière homogène dans le milieu. Comme je vous l'expliquais, dans ces régions du globe, les poissons ils se rassemblent. Le plus compliqué c'est d'arriver à trouver le premier poisson. C'est une pêche où il faut s'attendre à pêcher très longtemps avant de prendre les premiers poissons. Il faut être très équipé contre le froid, surtout ici, parce que sinon ça devient vite ingérable, mais une fois qu'on trouve le premier poisson, quel plaisir. Il y a toujours ce moment où on ne sait pas sur quelle robe on va tomber. Je pense que ce voyage il illustre très bien la variété de robes qu'on peut trouver chez un même poisson. Dans ce lac par exemple, les truites ressemblaient beaucoup plus à celles qu'on peut retrouver dans le nord de l'Europe. Des poissons plus argentés, avec très peu de points rouges, et un dos plutôt foncé. Celles-ci en plus elles avaient des éclats bleutés. Au-delà de la blue cheek qu'on trouve souvent sur les truites islandaises, là elles avaient tout le corps qui était un petit peu bleu irisé, c'était magnifique. L'eau était extrêmement froide et on le ressentait sur l'activité des poissons, sur leur comportement, sur leur combat. On sentait qu'il y avait quand même une fraîcheur qui était très intense. Il y a maintenant plus de 20 ans, mes parents étaient venus en Islande. À l'époque, il n'y avait pas de route, ils se déplaçaient en 4x4 et le tourisme était encore très peu développé sur l'île. Mon père m'a toujours raconté les histoires de pêche qu'il avait vécues en Islande. À quel point la pêche y était dingue et la taille moyenne des poissons qu'il pouvait y retrouver. Quand j'étais petit, je me nourrissais de ces histoires et je m'imaginais un jour pouvoir pêcher dans ces grands milieux dont il me parlait tant, pouvoir moi aussi un jour lancer une cuillère et prendre ces fameuses truites, aller dans tous ces estuaires et toutes ces rivières dont il m'avait vanté les mérites. Et quand j'ai enfin pu venir pêcher ici, je comprenais finalement tout ce dont il m'avait parlé.
Mais une chose me venait souvent à l'esprit quand même. Ce voyage, même s'il était exceptionnel, nous faisait nous poser une question importante. Entre 1999 et 2024, le tourisme en Islande a augmenté de plus de 1000%. Aujourd'hui, on voit des implantations touristiques un peu partout autour de l'île. On voit des véhicules toujours plus gros, emmener toujours plus de touristes et toujours plus loin. Ce qui était un voyage route, c'est complètement hors norme avec les petits moyens de mes parents à l'époque, devient un voyage pour ultra riches qui viennent prendre des photos sous les cascades. Alors qu'en sera-t-il dans encore 20 ans ? Y aura-t-il toujours autant de ces fameuses truites dont mon père me parlait et que je prenais à mon tour ? Y aura-t-il encore des espaces vierges et des zones inexploitées par l'homme ? Tant de questions qui restent sans réponse et qui nous poussent à se poser beaucoup de questions sur nos modes de fonctionnement. Une chose était sûre, s'il y a bien quelque chose qui n'avait pas changé entre 1999 et aujourd'hui, c'était bien le bonheur qu'un pêcheur peut ressentir quand il prend des poissons aussi fous. Non pas pour leur taille ou pour leur rareté, mais pour ce qu'ils représentent dans ce genre de milieu. Pendant un voyage, il y a des moments qui nous marquent plus que les autres. Et ce qui est fou, c'est quand cette sensation est partagée par tout le monde. Dès qu'on commence un peu à s'isoler, on tombe sur des ambiances complètement inconnues, et c'est celle-ci qui nous marque. En haut de cette montagne, le vent était tellement puissant qu'il rabattait les cascades. L'immense puissance du vent contraignait l'eau à revenir vers sa source, comme si la nature ne supportait pas de voir le temps s'écouler. Une fois de plus, l'heure était à la contemplation. Là où je veux en venir, c'est qu'on a beau vouloir reproduire des ambiances qu'on voit sur les réseaux, même si je voulais vivre ce que mes parents avaient vécu, au même endroit, dans les mêmes conditions, en raisonnant comme ça, on se prive de moments comme celui-ci. Des moments où c'est l'imprévu. L'imprévu qui fait que le moment est si fou. Quand on s'attend à rien et qu'on vit quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce soir-là, on s'est endormi dans une ambiance magique. On était loin d'imaginer que le jour suivant le serait tout autant. Mesdames et messieurs, préparez-vous à voir un poisson vraiment particulier. Elle est magnifique. Back in town like a bird, split in the sky. Cette truite exceptionnelle, aux couleurs irréelles, est le poisson que je rêvais de prendre. Les pêcheurs de salmonidés savent à quel point ce genre de poissons sont hors du commun, surtout dans des tailles aussi importantes. Je vivais une fois de plus un moment parfait, où la nature et la pêche faisaient ce qu'elles savent faire de mieux, me rendre heureux. La pêche a toujours été un support, un prétexte au voyage, à l'ouverture culturelle. Depuis tout petit, je traverse les frontières de départements, de pays et de continents pour alimenter cette soif de découverte. Souvent une canne à la main, mais surtout une tête et des yeux grands ouverts pour capter la nouveauté, pour vivre une sensation ou une ambiance inconnue. Aller à la pêche, c'est pas simplement prendre un poisson,
ou partager un bon moment avec un proche. C'est faire partie d'un tout. C'est le fait d'être ici par un cheminement qui nous est propre. Aujourd'hui, dans un monde toujours plus connecté et auquel je ne déroge pas, où la fast life est un modèle privilégié, la coupure est nécessaire. Dans cette coupure, la contemplation est reine. Bien loin des logiques de rendement, de compétition, de consommation. On est là pour s'imprégner. La quête de la vérité, l'introspection existentielle, tous ces cheminements d'esprit qui nous font réfléchir à un moment ou l'autre de notre vie, sont alors révélés au grand jour à notre cerveau. La tête vide, reposée, les mains moites et les pieds froids, on sent enfin faire partie d'un tout. On se sent enfin vivant, ancré dans le moment. C'est exactement ce que je viens rechercher. La pêche n'est qu'un support. C'est tout ce qui gravite autour qui compte. On en était sûr. C'était ça la New Vision. Ce trip, comme tous les autres, était avant tout une retrouvaille avec mes 3 meilleurs potes d'enfance. Ce genre de type qu'on rencontre qu'une seule fois dans sa vie et qu'on lâche plus. Ce genre de type avec qui tu sais que tu passeras toute ta vie, avec qui tu vivras les expériences les plus folles, les moments les plus drôles et les discussions les plus intéressantes. Alexander Supertramp nous l'avait dit. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et c'est avec ces types-là que je veux le partager. Par le biais des expériences qu'elle m'a permises, la pêche m'a poussé à faire la majorité de ce qui me rend heureux, de ce qui m'amène à penser, créer des projets, à me bouger. Elle développe ma motivation, elle crée un lien vis-à-vis de mon environnement. L'amour que je porte pour la nature, pour les sports de plein air, pour le voyage, tout ce que j'aime a la pêche comme support. La pêche a changé ma vie, la pêche change ma vie, et la pêche changera ma vie. In a better way.